On l'appelle la Révolution tranquille. Et pourtant, c'est une des périodes de changement les plus intenses, les plus rapides de toute l'histoire du Québec. Dans les années 60, une société entière a été redéfinie. Mais est-ce que le récit qu'on en fait, c'est vraiment toute l'histoire? Allez, on plonge au cœur de cette transformation absolument fascinante. Pour bien saisir l'ampleur du truc, cette citation du sociologue Hubert Guidon est parfaite. Il ne parle pas de décennies, mais de siècles de différence. Ce n'est pas une simple évolution, non, c'est une rupture. Et c'est cette ampleur qu'on va explorer ensemble. Alors, pour comprendre la Révolution, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Ou du moins, l'histoire qu'on en raconte. Une histoire, souvent peinte avec des couleurs très, très sombres. C'est le portrait classique de l'ère Duplessis qu'on appelle la Grande Noirceur. On imagine un Québec très conservateur où l'Église avait un pouvoir immense sur pratiquement tout, les écoles, les hôpitaux, la vie de tous les jours de la naissance à la mort. Ce qui frappe vraiment, c'est le contraste. C'est presque un monde à l'envers. D'un côté, une société traditionnelle, religieuse, avec une économie largement contrôlée par la minorité anglophone. De l'autre, une vision complètement nouvelle. Un Québec moderne, laïque, éduqué et surtout maître de son économie. C'est ce basculement qui va tout définir. Et puis, tout bascule. L'élection du Parti libéral de Jean Lesage en 1960, c'est le coup d'envoi. Les grandes réformes s'enclenchent. Le vrai début, c'est la mort de Duplessis en 59. Ça ouvre la porte. Et dès 1960, l'équipe du teneur de Jean Lesage est élue et lance une vague de réformes à un rythme effréné. En quelques années à peine, on a des moments fondateurs, comme la nationalisation de l'électricité ou la création du ministère de l'Éducation qui retire le contrôle des écoles à l'Église. Maître chez nous, ce n'est pas juste un slogan électoral, c'est le cri de ralliement de tout un peuple. C'est la naissance d'un nouveau nationalisme québécois, un nationalisme qui n'est plus seulement culturel, mais qui est maintenant économique. L'idée est claire, les francophones doivent devenir les patrons de leur propre économie. Et le symbole le plus fort de cette ambition, c'est bien sûr la nationalisation d'électricité. La création d'Hydro-Québec, c'est un acte fondateur. C'est l'État qui se donne un outil économique absolument formidable, un véritable emblème de cette nouvelle confiance. Mais est-ce que cette belle histoire est si simple? Depuis quelques années, des recherches économiques viennent bousculer ce récit traditionnel. Et ce qu'elles nous disent est pour le moins surprenant. La question fondamentale, c'est celle-ci. Est-ce que ce sont vraiment les réformes de la Révolution tranquille qui ont permis au Québec de rattraper son retard économique sur le reste du Canada? Eh bien, un document du Cyrano de 2022 a décidé de se pencher là-dessus, mais de manière très rigoureuse. Alors, comment on fait pour savoir? Les chercheurs ont utilisé une méthode fascinante. Ils ont créé un Québec synthétique. Imaginez un jumeau statistique du Québec, une sorte de clone économique créé à partir d'autres régions similaires, mais qui, lui, n'a pas vécu la Révolution tranquille. Et là, on compare. Le résultat? Pour la productivité par travailleur, la ligne pleine, c'est le vrai Québec. La ligne en pointillé, c'est le jumeau. Regardez bien, elles sont presque collées l'une sur l'autre. La Révolution n'a apparemment rien changé à la tendance. Et ce n'est pas un hasard. On regarde une autre mesure, le revenu par habitant. Et c'est exactement la même histoire. Le Québec réel et son jumeau synthétique suivent la même courbe. Ça suggère quelque chose de fou. Le grand rattrapage économique du Québec était peut-être déjà en marche avant même que la Révolution commence. Et le dernier graphique, c'est peut-être le plus troublant. Pour le revenu des ménages, non seulement on ne voit pas d'accélération après 1960, mais le Québec, qui n'a pas fait la Révolution, notre fameux jumeau, s'en sort même un tout petit peu mieux. La conclusion de ces données est assez directe. L'impact économique de la Révolution, en termes de croissance, semble avoir été quasi nul. Ok, donc la question devient évidente. Si l'effet sur la croissance économique est discutable, qu'est-ce qui a vraiment changé? Où est la vraie rupture, le point de bascule indéniable? Et voilà la réponse. Et elle est spectaculaire. C'est ici que la Révolution a absolument tout changé, la taille de l'État. Regardez comment, après 1960, la courbe des dépenses du gouvernement québécois décolle littéralement. Elle se sépare radicalement de la trajectoire de son jumeau. Ça, c'est la véritable révolution. Mais d'où venait tout cet argent pour financer cette expansion massive de l'État? La réponse se trouve en bonne partie à Ottawa. Ces graphiques montrent une corrélation assez frappante. La courbe des dépenses de l'État québécois suit de très près celle de l'augmentation des transferts du gouvernement fédéral. L'un n'aurait peut-être pas été possible sans l'autre. Et ça nous amène à la dernière pièce du puzzle. Parce que même si on l'appelle tranquille, cette révolution a été accompagnée de troubles sociaux et politiques, disons, très intenses. La contestation, elle était partout. D'abord dans le monde du travail, avec la syndicalisation massive des employés de l'État qui a mené à des grèves très dures, parfois violentes. Ensuite sur le plan politique, avec la montée du mouvement pour l'indépendance et l'action de groupes comme le FLQ.
Et enfin, dans le milieu étudiant, qui était extrêmement mobilisé, notamment sur les questions de langue. Des penseurs radicaux comme Pierre Vallière vont même réorienter la lutte. Pour eux, comme le dit bien cette citation, la question nationale devient presque secondaire. Le vrai combat, c'est l'oppression des travailleurs et la lutte des classes. On lie directement le nationalisme à une analyse marxiste de la société. Le point culminant de toute cette agitation, bien sûr, c'est la crise d'octobre 1970. Très loin d'être tranquille, la décennie a en fait préparé le terrain pour une confrontation majeure. Ça montre que les changements se sont aussi faits dans la douleur et dans le conflit. Alors comment on fait pour assembler toutes ces pièces, le récit populaire, les données économiques froides et cette histoire d'agitation sociale ? Bon, essayons de réconcilier tout ça. Sur le plan politique et culturel, oui, c'était une vraie révolution, une rupture massive. Sur le plan économique, c'était plutôt une évolution qui était déjà en cours, dont l'impact est discutable. Et sur le plan social, le mot tranquille est loin de la réalité. C'était une décennie d'intense agitation. Au final, l'héritage, lui, est indéniable. La Révolution tranquille a donné naissance au Québec moderne, à son État-providence, à une identité québécoise forte et affirmée. Mais cet héritage est complexe. C'est un mélange de réussite, de mythes et de tensions qui continue de façonner le Québec d'aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question finale, était-ce vraiment une révolution tranquille ou plutôt une évolution bruyante dont on entend encore les échos aujourd'hui ? La question reste ouverte.